Les enfants aux yeux noirs sont de jeunes enfants avec des yeux complètement noirs, sans distinction entre la pupille ou l'iris. On rapporte parfois qu'ils ont une peau bleuâtre ou grisâtre, similaire à celle d'un cadavre. Ceux qui ont eu la malchance de les rencontrer rapportent qu'ils ont eu l'impression que ces enfants étaient en quelque sorte surnaturels et extrêmement dangereux. Par contre, ils ne savent pas réellement expliquer pourquoi. On peut souvent les voir jouer à des jeux et chanter des comptines très étranges et macabres. Ils se trouvent généralement à proximité des zones abandonnées ou désertes. Parfois, les rapports mentionnent le fait qu'ils se présentent directement à la porte des gens qui veulent tourmenter. Ils semblent être exceptionnellement charismatiques, parlant avec une éloquence bien au-delà de leur âge. Mais d'après les témoignages, ils sont timides et évitent le regard en baissant les yeux. Ce que les gens qui ont eu affaire à eux trouvent le plus déconcertant, c'est que leur voix mature contraste complètement avec leur jeune apparence physique. Ils tentent généralement de convaincre leurs victimes de les laisser rentrer dans leur maison, pour utiliser le téléphone ou pour être à l'abri d'un danger qui pourtant n'a pas l'air apparent. Dans d'autres cas, ils se contentent de jouer à l'extérieur d'une maison, à proximité d'une fenêtre. Puis, ils arrêtent immédiatement leur jeu une fois leur proie sortie, en demandant innocemment d'être amenés en voiture chez eux. La plupart du temps, les gens acceptent leur demande, cependant toujours avec une appréhension inexplicable. Après tout, qui aurait le cœur de dire non à des enfants dans le besoin? Mais attention, si jamais la personne en face d'eux découvre l'étrangeté de leurs yeux, alors ils s'énervent et deviennent encore plus insistants dans leurs demandes. Certaines personnes racontent même qu'ils sont persuadés que les enfants ont pris le contrôle de leur esprit. Même si les différentes rencontres avec ces enfants particuliers n'expliquent pas la couleur de leurs yeux, il semblerait que ce soit des esprits d'enfants perdus ou assassinés. Ou encore, que leur arrivée marque le début d'événements tragiques dans la vie de la personne qui les voit. Mais une chose est sûre, tous les rapports indiquent clairement l'insistance des enfants à être volontairement invités, soit dans la maison, soit dans la voiture de leur victime. Alors si un soir vous entendez frapper chez vous sur la vitre de votre véhicule, ne leur ouvrez surtout pas. En 1960, Alexandru Sift, un scientifique de renom, s'est rendu dans une forêt très mystérieuse située dans l'est de la Roumanie. Cette forêt avait la réputation d'être un endroit très propice aux activités paranormales. Et c'était d'ailleurs la raison principale de son voyage. Il avait pris de nombreuses notes sur les expériences qu'il avait vécues dans ce lieu. Mais la plupart d'entre elles ont été retrouvées brûlées à sa mort en 1993. Les notes qui ont échappé aux flammes décrivaient de manière très détaillée les différents tests qu'il avait menés dans cette forêt. Les écrits du scientifique sont passés inaperçus durant de longues années. Le gouvernement roumain a développé un intérêt tout particulier pour les quelques notes qui avaient survécu. Et ils ont pris la décision d'essayer de reproduire ces expériences. 3 personnes se sont portées volontaires. Bien sûr, le gouvernement n'a pas jugé utile de leur révéler la véritable raison de leur mission. Ils ont préféré leur faire croire que c'était un simple test. Créé pour documenter comment une personne se débrouille pour naviguer sur un territoire étranger, en utilisant seulement une boussole et une source de lumière. Ils savaient très bien qu'aucune personne saine d'esprit ne se serait portée volontaire, particulièrement en ayant conscience de ce qui se passait là-bas. Pour être sûr que les sujets iraient jusqu'au bout de leur mission, ils leur avaient également promis une récompense de taille. Le premier sujet test avait été emmené par hélicoptère dans la zone ouest de la forêt à minuit pile. Il transportait avec lui un sac à dos, de la nourriture, de l'eau, une montre, un enregistreur vocal, une boussole et une lampe à huile avec suffisamment d'huile pour durer jusqu'au petit matin. Il avait reçu l'ordre de continuer à se déplacer vers l'est jusqu'à ce qu'il trouve une route, ce qui le mènerait dans un petit chalet en bois dans lequel quelques agents du gouvernement l'attendraient. On lui avait également dit de s'arrêter toutes les 30 minutes pour enregistrer le déroulement de sa mission. Il était arrivé au chalet à 2h du matin. Il avait remis son enregistrement aux agents et il avait été conduit dans la ville voisine où il avait reçu sa récompense. Voici son enregistrement. Minuit 30. Je me suis arrêté à un ruisseau à proximité pour me reposer et manger. Être dans une forêt la nuit avec uniquement une lampe à huile pour seule source de lumière me fait vraiment peur. Je suis complètement déboussolé. Si j'avais pas eu ma montre, j'aurais juré avoir passé plusieurs heures ici. J'ai l'impression de voir plus d'ombres et de silhouettes qu'il y en a vraiment. 1h du matin. Je me suis arrêté à une petite clairière pour changer l'huile de la lampe. Je suis pas tranquille, car j'ai vraiment l'impression que quelque chose me suit. Mais quand je me retourne, y a rien. Même si j'aurais pu jurer avoir vu la silhouette d'une sorte de tête parmi les arbres tout à l'heure. J'imagine que tout ça est dû à la peur.
1h30 du matin. Je suis vraiment paniqué. J'ai vu quelque chose qui me fixait au loin. Encore une fois, j'ai seulement réussi à avoir des yeux brillants. Mais dès que j'ai regardé, ça a disparu. Je commence à douter de cette expérience. J'ai l'impression qu'on m'a pas tout dit. 1h55 du matin. Je suis sur la route qu'on m'avait indiquée, et j'arrive à voir le chalet d'ici. Maintenant, je suis sûr que quelque chose me suit. Plus je marchais, et plus ça se rapprochait de moi. Heureusement, je l'ai pas encore réellement vu. Et j'espère vraiment arriver au chalet avant que ce soit le cas. Le premier sujet est resté en état d'alerte pendant quelques jours après sa mésaventure. Mais heureusement, cela n'a pas duré. Le deuxième sujet de test a été déployé au même endroit que le précédent la nuit suivante. Elle avait exactement le même équipement. Sauf qu'à la place d'une lampe à huile, on lui avait donné une caméra thermique. Elle était arrivée au chalet à 5h du matin. Les agents avaient remarqué qu'elle était physiquement et psychologiquement secouée. Elle avait du mal à reprendre son souffle, et elle pleurait et regardait fixement la porte de la petite pièce comme si elle s'attendait à la voir s'ouvrir d'un instant à l'autre. Voici ce qu'elle disait dans son enregistrement. 1h30. Cet appareil photo ne m'aide vraiment pas à naviguer. Je suis même tombée quelques fois à cause de son poids. Le manque de couleurs m'empêche de distinguer quoi que ce soit correctement. Par bien sûr, les taches multicolores qui représentent les animaux qu'il y a autour de moi. 1h du matin. Je ne sais pas ce que vous avez lâché avec moi dans cet endroit, mais je n'ai pas signé pour ça. Ce truc me fait très peur. J'ai fait une pause pour boire de l'eau et... là, j'ai entendu un cliquetis qui venait des profondeurs de la forêt. J'ai pris la caméra thermique pour voir ce que c'était, mais... je n'ai pas reconnu ce que j'avais sous les yeux. Une chose est sûre, ce n'est pas un animal normal. C'est très grand, mais voûté. Contrairement aux autres animaux, cette créature ne s'affiche pas sur l'écran comme une tache multicolore, mais complètement rouge. Je m'en suis lentement éloignée, sans jamais la lâcher des yeux, même si cette chose est restée complètement immobile. J'ai retrouvé un petit fossé dans lequel me cacher. Je ne sais pas si c'est le genre de choses dont je dois parler dans cet enregistrement, mais dans tous les cas, j'ai besoin de le faire. Je veux garder une preuve de tout ça. Je veux aussi accélérer le pas. Plus vite je serai sortie d'ici, mieux je me porterai. 4h du matin. Je suis désolée de ne pas avoir enregistré plus fréquemment. Je n'en ai jamais eu l'occasion. Peu de temps après le dernier enregistrement, j'ai entendu cette chose marcher vers moi. Je me suis cachée dans une petite grotte et j'ai attendu de ne plus rien entendre avant de sortir. J'ai perdu tellement de temps à cause de ça. On dirait que cette chose ne veut pas me laisser tranquille. Ça me donne l'impression d'être sa proie. Je commence à regretter d'avoir accepté de faire cette fichue mission. Je n'enregistrerai rien d'autre avant d'être parfaitement en sécurité. C'est trop dangereux pour moi de continuer à faire ces pauses. La dernière chose que je veux, c'est d'être surprise par cette créature alors que j'ai baissé ma garde. Le deuxième sujet a dû être emmené d'urgence dans un centre psychiatrique. Elle y a passé plusieurs mois. Elle était persuadée que quelque chose lui voulait du mal. Même au centre psychiatrique, elle n'arrêtait pas de pointer en direction de la fenêtre et de crier hystériquement comme si quelque chose l'observait de derrière. Le troisième sujet n'est jamais revenu. Il a été déployé au même endroit que les autres, la troisième nuit. Il avait le même équipement de base, sauf qu'on lui avait aussi donné une caméra à vision nocturne. Lorsque les agents ont quitté le chalet, ils ont remarqué une petite cassette de caméra couverte de terre et de boue sur le pas de la porte. Même s'ils pensaient que les images étaient probablement corrompues vu l'état de la cassette, ils ont tout de même pu en récupérer un enregistrement. Le seul et unique de toute la bande vidéo. 1h05. Si vous trouvez ça, s'il vous plaît, dites à ma famille que je l'aime. Ce sont peut-être mes derniers mots. Comme je ne pouvais plus voir l'hélicoptère, j'ai allumé la caméra pour regarder ce qu'il y avait autour. Je peux voir une chose. Cette chose est à environ 20 mètres de moi. Elle ne bouge pas du tout pour le moment. Elle ne cligne même pas des yeux. À vrai dire, je ne sais même pas si elle a des paupières, vu comme ses yeux ont l'air de vouloir sortir de leurs orbites. La créature est plus grande que n'importe quel humain ou ours que je n'ai jamais rencontré. Elle est voûtée comme un gorille et elle supporte son poids sur les extrémités de ses membres. Je ne peux même pas appeler ces horreurs des mains ou même des pattes. Ses lèvres sont si fines que ses horribles dents pointues sont tout le temps visibles. Cette chose est si sombre que j'ai l'impression qu'elle ne fait qu'un avec l'obscurité. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Elle déracine des arbres au fur et à mesure qu'elle se déplace. Je ne sais pas quoi faire. Après le débriefing et la conclusion de l'expérience, le gouvernement roumain a décidé de placer une clôture électrifiée et des tours de garde tout autour de la forêt. Il voulait s'assurer que personne ne pourrait franchir la clôture, mais surtout, que rien ne pourrait en sortir. Lorsque quelqu'un vous pose des questions sur l'habitation parfaite, que répondez-vous ?
Il peut s'agir d'un appartement dans une ville peuplée, d'une grande ferme à la campagne, ou si vous êtes comme moi, d'une confortable maison de banlieue entourée d'une jolie clôture. Mon époux et moi avons emménagé dans la maison de nos rêves il y a environ 5 ans. Elle était située dans une petite ville, une de ces banlieues où tout le monde se connaît et où personne ne pense à fermer sa porte à clé. C'était à environ 30 minutes de route d'une grande ville. Nous pensions avoir trouvé l'endroit parfait, mais nous nous étions trompés. Vous voyez, le problème avec les gens, c'est qu'on ne les connaît jamais suffisamment. Il est courant dans ce genre de quartier, et partout dans le monde à vrai dire, de rencontrer des personnes qui semblent être les humains les plus gentils et les plus normaux de la planète, mais qui en réalité sont de véritables monstres une fois leur porte fermée. En général, ce n'est rien de plus qu'un souci d'alcoolisme, une consommation de drogue, une liaison secrète ou encore une maltraitance domestique. À vrai dire, même Jeffrey Dahmer semblait être un type bien, et nous savons tous quel cadavre se trouvait dans son placard. Et dans son frigo. Tout a commencé il y a quelques mois, lorsque notre nouveau voisin est arrivé. Il restait toujours seul. Il ne parlait à personne mis à part aux occasionnels visiteurs qui venaient d'autres villes pour le voir. Il a été l'élément déclencheur de nombreuses rumeurs. J'avais entendu dire des autres voisins que c'était un trafiquant de drogue, mais aussi qu'il avait fait plusieurs séjours en prison et qu'il avait été rejeté par sa famille pour avoir touché son neveu ou sa nièce, mais qu'il n'avait pas été dénoncé à la police. Malgré ses commérages, il était très calme et sympathique, quoique un peu effrayant parfois. Mais il me semblait être quelqu'un de correct. Apparemment, j'ai été idiote. Il y a quelques semaines, ma sœur quittait notre domicile tard dans la nuit, lorsqu'elle a remarqué que le plafonnier de sa voiture était allumé. Quelqu'un venait visiblement d'en sortir. Elle est rapidement retournée à l'intérieur et a alerté mon mari qui l'a ensuite accompagnée dehors et a jeté un coup d'œil pour voir s'il pouvait trouver le malfrat. Ils ont entendu des bruits de pas sur le porche du voisin, mais n'ont vu personne. Mon époux a décidé d'appeler pour voir si quelqu'un était là, mais il n'a reçu aucune réponse, même pas un écho. Le lendemain matin, il a parlé à un autre voisin de l'incident pour l'avertir et lui dire de fermer sa voiture à clé la nuit. Ce voisin a dit à mon mari qu'il avait repéré quelqu'un dans les buissons en face de sa maison seulement 2 semaines auparavant et qu'il l'avait poursuivi jusqu'à l'habitation voisine de la nôtre avant de perdre l'intrus de vue. Quelques jours après la course-poursuite, quelqu'un a cassé une fenêtre chez lui en essayant d'entrer par effraction pendant la nuit. Tout le quartier était complètement paniqué et nous pensions tous que le nouveau voisin était coupable de ces crimes. Mais nous n'avions aucune preuve. Personne n'avait pu voir le visage du criminel lorsqu'il avait été poursuivi par le voisin. Et personne ne pouvait dire s'il avait été jusqu'à cette maison parce qu'il y habitait, ou si cette personne en fuite s'était simplement cachée sous le porche ou dans la cour. La police locale a accepté de patrouiller dans notre secteur, et les choses se sont calmées pendant un certain temps. C'est-à-dire jusqu'au week-end dernier. Samedi soir vers minuit, j'ai entendu ce qui ressemblait à des outils. Ayant à proximité une famille en train de rénover sa maison, j'ai supposé qu'ils terminaient quelques travaux avant d'aller dormir, ou quelque chose comme ça. Je ne m'en suis vraiment soucié que 45 minutes plus tard, quand j'ai vu des gyrophares à travers ma fenêtre. Je suis sortie pour aller voir, et il y avait 3 voitures de police, une ambulance et une petite foule qui se rassemblait devant la maison d'à côté. Pour une fois, personne ne semblait savoir ce qui se passait. La seule information que j'ai pu recueillir était qu'une vieille dame qui habitait plus bas avait appelé la police pour se plaindre lorsque le bruit des outils l'avait réveillée. Je me tenais au milieu de la foule depuis environ 5 minutes quand les policiers sont sortis pour nous éloigner de la maison. Puis ils ont délimité la zone avec du scotch jaune. Peu de temps après, une camionnette de médecins légistes est arrivée. Et ce n'est que le lendemain matin que nous avons enfin pris connaissance de toute cette histoire. 2 agents avaient répondu à l'appel de la vieille dame par rapport au bruit. Eux aussi, ils pouvaient entendre les outils depuis l'extérieur. Mais personne ne répondait à la porte lorsqu'ils ont frappé. Un des 2 agents a regardé par la fenêtre et il a remarqué du sang sur le sol du salon. Ils ont immédiatement appelé des renforts avant de rentrer de force dans la maison. Le nouveau voisin avait tué une femme, l'avait traînée dans son sous-sol et utilisé une scie électrique pour la découper. Lorsque la police est rentrée, le voisin a paniqué et a utilisé la scie pour mettre fin à ses jours. Apparemment, la scène était horrible à voir. Mais aussi horrible que soient les détails de cet acte odieux, ce n'est pas ce qui a causé le plus d'agitation dans notre petite communauté. Dans sa maison, il y avait une grande carte de la ville qu'il avait dessinée à la main et accrochée dans son sous-sol. Chaque maison était représentée sur un petit bout de papier dans lequel il y avait des notes. Combien de personnes vivaient dans la maison, s'ils avaient ou non des chiens, le meilleur horaire et le meilleur passage pour entrer sans être repéré. Il y avait aussi une pile de photos sur une table près de la carte. Il avait pris des photos de toutes les maisons de notre rue. Certaines la nuit et d'autres le jour, certaines de l'extérieur et d'autres de l'intérieur. Stéphane avait toujours été fasciné par la photographie. Dès son plus jeune âge,
Ses parents lui avaient acheté des appareils photo jetables qu'il remplissait en un clin d'œil. Chaque semaine, il devait faire développer plusieurs pellicules dont leur fils prenait de photos. C'était sa seule passion, et ses parents ne voulaient pas l'en priver. Ce n'était donc pas une surprise pour eux quand il a choisi de faire de la photographie sa matière principale à l'université. Ils lui ont bien souligné l'importance d'une éducation équilibrée, mais leur fils n'avait qu'un seul objectif en tête, devenir photographe. La première année de Stéphane a été difficile. Il n'avait pas été entièrement préparé à la charge de travail des autres cours qu'il suivait. Il avait à peine la moyenne dans les matières qui n'avaient rien à voir avec son obsession. Mais heureusement, il avait tout de même réussi à déployer suffisamment d'efforts pour valider ses 2 semestres. Les vacances d'été semblaient très longues pour lui qui n'avait qu'une envie, s'améliorer dans sa discipline. Il était toujours prêt à sauter sur la moindre occasion d'en apprendre plus sur son métier. Il avait même interrogé tous ses professeurs sur les programmes et ateliers d'été qui lui permettraient d'améliorer ses compétences. Le voir insister autant était frustrant, mais ses professeurs lui avaient quand même donné toutes les informations dont il avait besoin. Et l'un de ses amis l'avait même dirigé vers un petit studio de photographie qui se trouvait au centre-ville. C'était un petit bâtiment de quelques étages. Il était au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation. Les fenêtres de l'immeuble étaient ornées de décorations tribales qui bloquaient la vue de l'intérieur du studio. Le panneau sur la porte indiquait qu'ils étaient ouverts. Alors Stéphane s'était frayé un chemin jusqu'à l'entrée. Une cloche avait alors retenti tandis qu'il passait la porte. Stéphane avait remarqué immédiatement que les murs étaient drapés de motifs de conception complexes. Il n'arrivait pas à en détacher les yeux, alors qu'il se dirigeait vers un bureau placé juste derrière la porte qu'il venait de passer. Après y avoir déposé l'appareil photo qu'il avait ramené avec lui, il avait balayé des yeux le dessus de la table. Elle était recouverte de divers bibelots provenant d'un éventail de cultures différentes. Et au centre, il y avait un bol dans lequel brûlait de l'encens. Alors qu'il continuait son investigation visuelle, une vieille femme était rentrée par une autre porte avec difficulté. Elle était frêle et semblait en mauvaise santé. Ses yeux étaient vitreux et ses mains tremblaient alors qu'elle tâtonnait les bibelots du bureau. Elle sursauta en touchant l'appareil photo de Stéphane, puis elle recula haletante. Il est là. Je sais qu'il y a quelqu'un d'autre ici. Stéphane avait été vraiment surpris de voir la condition de la vieille dame. Il était évident qu'elle était aveugle et il ne savait pas trop comment réagir pour ne pas l'effrayer davantage. Il resta donc silencieux un long moment avant qu'elle ne parle à nouveau. Je vous l'ai dit, je sais qu'il y a quelqu'un. Qu'est-ce que vous voulez? On m'a dit que vous pouviez m'aider à m'améliorer en photographie. L'expression de la vieille dame avait complètement changé, et la peur que l'on pouvait auparavant lire sur son visage s'était transformée en soulagement. Alors, vous aimez prendre des photos, c'est ça? Il avait hoché la tête avant de se rendre compte à quel point son action était inutile. Oui, madame. Pas besoin de formalité, mon cher. Si vous êtes venu pour en apprendre plus sur la photographie, alors suivez-moi. En disant ça, elle avait pointé du bout d'un de ses doigts frêles en direction de la porte dont elle venait de sortir. Stéphane contourna doucement le bureau tout en saisissant son appareil photo. La pièce derrière la porte était sombre, et tout comme celle d'à côté, la seule source de lumière provenait des bougies qui se trouvaient un peu partout autour. Il avança, mais un sentiment de danger lui submergeait l'esprit. Il n'avait jamais été dans un endroit comme celui-ci, et quelque chose semblait clocher. La vieille dame avait l'air assez inoffensive, mais les images qu'elle avait placardées sur le mur étaient très perturbantes. Chacune des photos montrait une vision très rapprochée d'un visage. On aurait dit que ces photos avaient été réalisées par surprise, car Stéphane avait l'impression que chaque visage était déformé par une expression de choc. Qui sont tous ces gens? Avait demandé Stéphane alors que ses yeux balayaient la pièce. La femme s'était retournée brusquement, puis avait dit... J'aime prendre des photos des étudiants à qui j'enseigne. Stéphane toucha la photo d'une jeune fille asiatique qui avait l'air morte de peur. Pourquoi ont-ils l'air si surpris? La femme se mit à rire doucement. Eh bien, quand on ne peut pas voir, on ne prend pas que des photos incroyables. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai que cela me manque, de ne pas pouvoir contempler mon travail. Il se retourna et vit la femme debout derrière un très vieil appareil photo. Du type de ceux qui nécessitent un flash photographique à tenir dans une main et qui faisait de la fumée une fois enclenché. La vieille femme avait alors montré une chaise qui était placée devant une toile. Stéphane se tourna vers le siège les mains tendues pour toucher le tissu soyeux de la toile. Il regarda à nouveau les photos accrochées au mur et constata que chacun des sujets se trouvait devant le même tissu. Nerveux, il se tourna vers la vieille femme
et remarqua qu'elle préparait son appareil photo afin de l'utiliser. Il se dépêcha alors de marcher vers elle pour lui dire qu'il ne voulait pas. Non, asseyez-vous. Ça ne prendra pas longtemps. À contre-cœur, il retourna s'asseoir. On m'a dit que vous pouviez m'en apprendre davantage sur l'art de la photographie. Et je n'ai pas l'impression que ça ait beaucoup de rapport. Sa voix tremblait un peu, et il se détesta d'être aussi perturbé par ce qui était en train de lui arriver. Oh mon Dieu, comme vous vous trompez. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Elle avait l'air un peu vexée de ce que le jeune homme venait de lui dire. Saviez-vous que dans certaines cultures, on croit que l'âme d'une personne peut être emprisonnée dans une photographie? Stéphane hocha la tête en regardant de façon insistante la sortie. Oui, j'ai déjà entendu parler de cette légende. La vieille femme se pencha vers la caméra avec un sourire. Et les auras? Vous connaissez ces motifs colorés de lumière qui sont censés les montrer? Oui, enfin, ce que je veux dire, c'est que je n'ai jamais cru à tout cela, mais j'en ai entendu parler, en effet. Et si je vous disais que cet appareil photo est spécial et qu'il peut capturer cette aura? L'idée était idiote, et le fait de l'imaginer avait fait rire Stéphane, même si maintenant il était convaincu que cette femme était juste sénile. Son jeune visage avait été éclairé de lumière lorsque la vieille dame avait pris la photo. Les lèvres de Stéphane n'avaient repris une position neutre qu'après que la pièce ne soit redevenue sombre. Il resta assis, sans bouger de sa chaise alors que la femme s'éloignait de son vieil appareil photo. Ses yeux avaient perdu leur couleur terne, et ses cheveux grisonnants avaient retrouvé leur teinte naturelle. Les rides qui jonchaient son visage avaient maintenant disparu, et elle bougeait avec grâce. Les lèvres de la femme se retroussèrent alors dans un rictus effrayant, tandis qu'elle aidait Stéphane à se lever de son siège. Puis, elle le fit marcher lentement vers une autre porte. Elle le força ensuite à la passer, puis elle la referma derrière lui. Je m'occuperai de vous plus tard, mon garçon. Sa voix était devenue maintenant belle et douce. La jolie femme retourna vers son appareil photo et en sortit la pellicule. Après quelques heures, elle caressa la photo fraîchement développée du bout des doigts tout en enfilant d'autres vêtements. Elle l'admira pendant un long moment avant que la sonnerie de la cloche n'attire son attention sur la devanture de sa boutique. Elle sortit de l'arrière-salle et elle s'approcha de la réception. Les mains de la désormais magnifique jeune femme nettoya soigneusement l'encens qui avait brûlé dans le bol sur le bureau alors qu'une jeune femme s'en approchait. Elle la salua joyeusement alors qu'elle posait un appareil photo sur le haut du meuble. Comment puis-je vous aider? On m'a dit que vous pouviez m'aider à m'améliorer en photographie. Bien sûr. C'est par ici. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du rituel de l'inconnu? Non? Eh bien peut-être que c'est mieux comme ça. Peut-être que vous êtes plus en sécurité en restant dans l'ignorance. Et peut-être que je ne devrais pas vous le dire, vu à quel point ce rituel peut être dangereux. Quoi? Vous voulez toujours savoir? Alors très bien, je vais vous en parler. Le rituel de l'inconnu est un rituel qui vous permet de contacter une entité qui ne vient pas de notre monde. Une chose qui vient d'au-delà des limites de la compréhension humaine. Certaines personnes racontent que le rituel vous permet de contacter la mort elle-même. Afin d'effectuer le rituel, vous aurez besoin de quelques petites choses. Tout d'abord, vous aurez besoin d'une porte, de préférence une porte en bois. Il ne peut pas y avoir de fenêtre dessus, ou de Judas, mais il doit impérativement y avoir une serrure. Ensuite, vous aurez besoin de 2 bougies, une blanche et une rouge. Et enfin, il va vous falloir un cadeau. Il est important que le cadeau ne soit pas quelque chose avec lequel vous avez un lien personnel. D'ailleurs, il est conseillé d'offrir quelque chose que vous avez acheté le jour même. Les bonbons semblent être un choix judicieux. Ne le répétez pas. Mais il semblerait que l'inconnu soit particulièrement gourmand. Ensuite, vous aurez besoin d'un morceau de craie ou d'un autre instrument d'écriture. Cependant, la craie est probablement le meilleur choix. Vous aurez besoin de la photo d'une autre personne. Ce doit être une photo que vous avez prise vous-même. Et plus elle est récente, mieux c'est. Cependant, attention. Il ne peut pas s'agir d'une photo de quelqu'un de votre famille proche. Vous devrez attendre que la nuit tombe avant de pouvoir faire le rituel. Et bien que cela puisse être fait à toute heure de la nuit, il est plus probable que le rituel ne fonctionne vers minuit. Écrivez le mot inconnu sur la porte que vous utilisez, puis placez les 2 bougies de chaque côté du cadre de la porte et allumez-les. Maintenant, assurez-vous que tous les rideaux de la maison soient tirés
que toutes les fenêtres soient fermées, que tous les miroirs soient couverts et que toutes les lumières soient éteintes. Vous devez également être seul dans la maison pour que le rituel ne soit un succès. Tenez-vous devant la porte et placez votre cadeau juste devant elle, en veillant bien à laisser un espace pour que l'inconnu ne le renverse pas en ouvrant. Cela marquera exactement votre zone de sécurité. Assurez-vous à nouveau que la porte soit bien fermée, puis frappez 3 fois, ni plus, ni moins. Il ne vous reste plus qu'à attendre. Si vous entendez 3 coups venant de l'autre côté de la porte, alors c'est que le rituel a réussi. Ouvrez la porte, mais ne l'ouvrez pas complètement, et ne regardez pas ce qui se passe derrière. Ensuite, retournez-vous et placez-vous derrière votre cadeau face à la porte. Une fois vos yeux fermés, vous devriez l'entendre s'ouvrir complètement. Et pour la première fois, vous sentirez la présence de l'inconnu. Vous allez sûrement vous sentir mal et avoir l'impression que vous ne devriez pas être là. Mais restez calme. L'inconnu est votre invité. Il ne vous fera donc aucun mal. Du moins, si vous respectez bien tout ce que je suis en train de vous dire. En aucun cas vous ne devez vous retourner ou même regarder l'inconnu. C'est important. Certains ont osé le faire et ceux qui ont survécu sont devenus aveugles ou complètement fous. Ils disent avoir l'impression d'être suivis par l'inconnu et que sa présence les oppresse au quotidien. Gardez donc en tête que si jamais vous offensez l'inconnu, alors il sera avec vous pour toujours. Si l'inconnu approuve votre cadeau, il vous demandera alors un nom. C'est à ce moment-là que vous devez regarder la photo et dire le nom de la personne qui se trouve dessus. Attendez ensuite d'entendre la porte se refermer avant de faire quoi que ce soit d'autre. Une fois que vous serez sûr que c'est bien le cas et que vous ne sentirez plus la présence de l'étranger, vous pourrez vous retourner. Si le rituel est réussi, votre cadeau aura disparu complètement. Vous devrez ensuite verrouiller la porte. Mais écoutez-moi bien, ne la déverrouillez surtout pas avant le lever du soleil. Cela vous empêchera d'entrer dans le monde de l'inconnu. Au pire, que quoi que ce soit venant de là-bas n'entre dans notre réalité. Vous devez également effacer le mot inconnu de la porte et brûler la photo que vous avez utilisée. Si vous avez trop peur pour terminer le rituel, excusez-vous simplement et demandez à l'inconnu de partir. Attendez d'entendre la porte se refermer, puis tournez-vous. Vous n'aurez plus qu'à effacer le mot inconnu sur la porte. Comme je vous l'ai déjà dit avant, ne la déverrouillez surtout pas avant le lever du soleil. Si vous le faites quand même, je vous conseille de ne plus jamais tenter ce rituel, car croyez-moi, l'inconnu ne sera pas content de vous revoir. Au cours des 3 jours suivants, consultez la rubrique nécrologie, car si le rituel a fonctionné, alors la personne dont vous avez donné le nom à l'inconnu s'y trouvera. Bien que dans ce cas, il n'y ait pas de cause de décès exacte, la crise cardiaque semble être l'une des causes les plus fréquentes. Avant de vous laisser, je tiens à vous donner un dernier conseil. Il est très important de vous assurer que la photo que vous avez utilisée ait bien été brûlée. Si ce n'est pas le cas au moment où la victime décède, alors son image s'estompera. Et à sa place, votre visage apparaîtra. Si cela arrive, alors je ne peux que vous souhaiter bonne chance. L'horloge indiquait minuit ce soir-là. J'étais tranquillement sur mon ordinateur portable dans ma chambre en train de regarder des vidéos YouTube. Mais mon moment de relaxation s'est immédiatement arrêté lorsque j'ai entendu vibrer mon téléphone. C'était un message de mon ami Ben. Salut, je suis à ta porte, celle de derrière. Tu me laisses rentrer? Je savais qu'il mentait. Depuis quelques week-ends, il n'arrêtait pas de me taquiner. Un week-end, il m'a dit qu'il était garé dans ma petite rue, alors qu'en réalité, il était dans sa chambre. Le week-end suivant, il m'a dit qu'il venait pour qu'on passe du temps ensemble. Et quand je suis sortie pour me diriger vers sa voiture et l'accueillir, il est parti à toute vitesse. Il était hors de question pour moi de me laisser avoir encore une fois. Alors j'ai tapé « Je sais que t'es en train de te moquer de moi ». Il a immédiatement répondu. Non, je suis sérieux cette fois. Je suis à la porte de derrière. Ouais, c'est ça. Je sais que t'es pas là. J'ai posé mon téléphone et j'ai continué mon visionnage. Mais environ 1 minute plus tard, mon téléphone a vibré de nouveau. Je suis en bas, je te dis. Non mais Ben, tu peux pas m'avoir 3 fois d'affilée. Je sais que tu penses que je suis naïve et c'est vraiment pas le cas. Mais bien essayé. J'ai de nouveau mis mon téléphone de côté et je me suis installée sur mon lit pour enfin pouvoir continuer à regarder mes vidéos. Quelques minutes après, j'ai entendu un bruit sourd provenir du bas de ma maison qui était censé être vide. Je me suis retournée vers la porte de ma chambre et j'ai écouté attentivement. Ça ressemblait à des pas.
Des pas délicats qui se baladaient à travers mon salon. J'étais pétrifiée. Je n'arrivais pas à y croire. Est-ce que mon esprit me jouait des tours ou est-ce que Ben était réellement rentré chez moi? J'ai attrapé mon téléphone. Tu plaisantes, j'espère. Je l'ai gardé en main en attendant sa réponse. Non, je t'ai bien dit que j'étais en bas, mais tu m'as pas cru. Pour être honnête, j'étais soulagée que ce soit lui. Mais ça m'énervait qu'il soit rentré sans permission chez moi. Je l'entendais monter les marches de l'escalier avec une lenteur exaspérante. Tu vas encore t'amuser longtemps? Je sais que c'est toi maintenant, alors dépêche-toi de monter. Après de longues minutes d'attente, je commençais à être agacée par son comportement. Je me suis donc levée de mon lit et j'ai avancé vers la porte de ma chambre. Après l'avoir ouverte, j'ai crié « C'est bon là, tu me saoules! Dépêche-toi !» J'ai tourné le dos en entendant grimper plus rapidement l'escalier. En sentant le téléphone vibrer dans ma main, je me suis figée. C'était un message de Ben. Et il disait « Bon, allez, j'arrête. C'est vrai, je suis pas chez toi. J'essaie juste de te faire marcher. » J'adore la pluie. J'aime la façon dont tout a l'air nouveau après une bonne averse. Plus beau, plus propre même. La plupart des gens aiment l'idée de la pluie. Ils aiment le son qu'elle fait en tombant sur leur toit, ou la douce mélancolie qu'elle amène avec elle. Ils aiment regarder sombrement par la fenêtre et s'attarder sur les choses tristes et injustes de leur vie. Mais moi, je suis différent. Je n'aime pas la pluie parce que je trouve ça relaxant. Je n'aime pas m'asseoir à la fenêtre et rêvasser distraitement. Non, j'aime être sous la pluie. J'aime être sous le genre de pluie qui est si forte qu'il est difficile de voir ou d'entendre ce qui se passe autour. Vous voyez, personne ne remarque la jeune femme avec le chiffon de chloroforme sur le visage, juste derrière eux, alors qu'ils se précipitent bêtement vers un abri. Personne ne la voit être ramassée et traînée dans une ruelle sombre, où l'homme bizarre et camouflé qui traîne son corps inerte a garé sa voiture. Grâce à la pluie, personne n'entendra ses cris étouffés, venant des bois. Et une fois les traces de pas et de sang balayées par l'eau, personne ne la retrouvera jamais. Il n'a pas plu depuis un moment, mais il est censé y avoir une sacrée averse dans la semaine. Et je suis sûr que personne ne me remarquera emporter ma prochaine victime. J'ai épousé mon mari exactement une semaine après mon 19e anniversaire. Marcus était, selon mon beau-père Jedidia, la personne parfaite pour moi. Il était membre de la même congrégation dont mon beau-père était prêtre. Ses qualités principales étaient qu'il avait environ le même âge que moi et qu'il n'était pas marié. Jedidia avait été très clair qu'en tant qu'homme de la famille, il se devait de me trouver un homme croyant et pieux. Mon beau-père avait épousé ma mère veuve quand j'avais 14 ans. Il était rentré dans notre vie rapidement et soudainement. Il était excessif dans tous les aspects de sa vie. Il était gros, souriait tout le temps d'un large sourire perturbant, mais surtout il avait une façon bien tranchée de voir la place de la femme dans le foyer. Et plus généralement, de comment les femmes devaient traiter les hommes. S'il te plaît, Greta, assure-toi de bien écouter Jedidia. Il représente tout pour moi. Ma mère m'avait dit ça lors d'une conversation qu'on avait eue toutes les deux. Son expression sérieuse et désespérée m'avait convaincue. Je voulais la voir de nouveau heureuse, et j'étais prête à tout pour elle. Je n'avais pas beaucoup interagi avec Marcus avant nos fiançailles précipitées à l'église, lors d'une journée étouffante de mai. Tout ce que je savais, c'est qu'il portait toujours des jeans et autres pantalons délavés. Tous les dimanches à l'église, il se contentait de mettre une chemise boutonnée jusqu'au cou par-dessus son t-shirt, et il était toujours entouré de ses parents et de ses frères et sœurs. J'avais aussi réussi à savoir qu'il était mécanicien à cause de la légère odeur d'essence qu'il dégageait. Il ne souriait jamais. Ses yeux avaient toujours l'air froid malgré leur jolie couleur. Peu de temps après le mariage, il a trouvé un nouveau travail dans un garage qui se trouvait à environ 1 heure de là où j'habitais, c'est-à-dire dans ma minuscule chambre. On attendait de trouver une maison, et quand ça a été le cas, j'étais vraiment très contente de quitter la maison familiale. J'aimais ma mère de tout mon cœur, mais elle était devenue fragile et timide. Son comportement n'avait rien à voir avec celui qu'elle avait quand mon père était toujours en vie. C'était sûrement à cause du fait que Jedidia n'arrêtait pas de lui répéter la même chose. Avec son large sourire, il lui rabâchait que les femmes devaient faire ce qu'il y avait de mieux pour leur mari et leur obéir sans poser de questions. Je dois avouer que j'étais triste lorsque j'ai dû quitter mon propre travail dans un cabinet de dentiste. J'avais commencé à travailler directement après avoir eu mon bac et je n'avais pas d'autre diplôme. Mes collègues étaient vraiment gentils. J'ai pleuré au moment de donner ma démission.
et ils ont eu la gentillesse de faire une petite fête d'adieu avec du gâteau et du vin. On s'était tous promis de rester en contact. Le déménagement a été rapide vu qu'on n'avait pratiquement rien. J'avais réussi à mettre tous mes vêtements dans une petite valise de bord toute cabossée qui était plus vieille que moi. Et le reste de ce que je possédais était rentré dans une boîte en carton. Au moment où j'avais posé mes affaires dans la voiture, j'étais persuadée que je m'en allais vers un futur radieux et meilleur. Et j'avais tellement hâte que je ne m'étais arrêtée qu'une seule fois pour acheter de quoi faire à manger un peu plus tard. La maison qu'on avait louée n'était plus très jeune. On aurait dit qu'elle tenait à peine debout. Quand je l'ai vue en sortant de la voiture, j'ai été très perturbée par son aspect, et j'imaginais déjà les vieux murs et sols qu'il devait y avoir à l'intérieur. Marcus ne m'a pas adressé la parole pendant qu'on déménageait. Par contre, il avait joyeusement fait la conversation à ses frères et sœurs et à tous les autres membres de sa famille qui étaient venus nous aider. Pendant ce temps-là, je me dépêchais de déballer tous les ustensiles de cuisine afin de pouvoir faire un bon repas pour tout le monde. Et alors qu'il passait à proximité avec une boîte à outils dans les mains, je me suis rapprochée de Marcus. « Qu'est-ce que tu aimerais manger pour le déjeuner, mon chéri ?» Ce petit mot doux était tellement forcé que j'ai moi-même été surprise. C'était mon mari, pas mon chéri. Marcus s'est arrêté assez de temps pour me lancer un regard assassin. Devant ses yeux si froids, je me suis sentie petite et j'ai fini par baisser les yeux. Fais-moi juste du poulet frit. Y a que ça que tu fasses à peu près bien. Il avait répondu brusquement en me tournant le dos pour ranger la boîte à outils dans notre chambre à coucher. Je me suis empressée de préparer du poulet frit comme il me l'avait demandé. Et j'ai même fait de la purée en accompagnement. J'étais vraiment heureuse d'avoir eu l'idée de m'arrêter plus tôt au magasin pour acheter de quoi cuisiner. Alors que les dernières boîtes étaient amenées dans la maison, j'avais enfin terminé le repas et mis la table pour tout le monde. Après que l'on se soit tous installés, c'est Marcus qui a mené la prière. Mon beau-père et ma mère n'étaient pas présents car mon beau-père n'aimait pas voyager, et que ma mère n'avait pas vraiment le droit d'aller où que ce soit sans lui. À peine la prière finie, j'étais déjà en train de m'assurer que tout le monde avait ce dont il avait besoin. Malheureusement, j'avais sous-estimé l'appétit de mes convives, car ils avaient dévoré en un clin d'œil le poulet que je venais de mettre sur la table. Quand j'ai enfin pu m'asseoir pour manger un peu, j'ai remarqué qu'il ne restait qu'un minuscule bout de poulet. Un des frères de Marcus a remarqué qu'il ne restait pas grand-chose, et il a insisté pour que je prenne le dernier bout de poulet qu'il restait. Je l'ai mangé avec plaisir, même si je sentais le regard méchant de Marcus posé sur moi. Je me demandais bien ce que j'avais encore fait de mal. Après que tout le monde soit parti, j'ai découvert pourquoi il me regardait comme ça. Tandis que je débarrassais la table, il m'a attrapé l'avant-bras avec force en enfonçant ses doigts sales dans ma peau. J'ai gémi doucement en essayant de ne pas me débattre, car je savais que ça ne pouvait qu'empirer les choses. Il m'a fixé dans les yeux et s'est mis à parler d'une voix grave et énervée. « Pourquoi t'as pas fait en sorte qu'il y ait assez de nourriture pour tout le monde? Tu m'as humilié. Mon frère n'aurait pas dû se restreindre pour que tu puisses te goinfrer. T'as rien foutu de la journée pendant que nous on bossait. » J'ai bégayé en me retenant de répondre quoi que ce soit, car c'était peine perdue. Je suis vraiment désolée, Marcus. Ce dimanche, je cuisinerai pour tout le monde. Et j'en ferai assez pour leur faire oublier ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai grimacé alors que son emprise sur mon avant-bras s'intensifiait. J'étais sûre que ses ongles sales allaient m'ouvrir la peau. En appuyant très fort une dernière fois, il m'a laissé partir et s'est assis de nouveau dans sa chaise. Fais donc ça. Et n'oublie pas de présenter tes excuses à mon frère et à tous les autres gens qui étaient présents. J'ai acquiescé faiblement, sans encore oser m'éloigner de lui. Il m'a lâché un dernier regard glacial, puis s'est levé et dirigé vers le garage, probablement pour aller déballer ses affaires. Après qu'il n'ait disparu dans son atelier, je me suis frotté le bras qui me faisait très mal. Une vilaine échymose commençait déjà à se former. Il y avait de petites marques en forme de demi-lune où ses ongles s'étaient enfoncés dans mon bras. Je ne savais pas comment j'allais cacher mes bleus alors que j'avais un entretien d'embauche le lendemain. C'était pour un autre travail de réceptionniste. Ce n'était pas grand-chose, mais j'espérais que cela m'accorderait au moins un peu d'autonomie par rapport à mon mari. J'ai enveloppé mon bras dans un torchon que j'avais trempé dans de l'eau froide. J'ai pris des précautions supplémentaires pour laver la vaisselle et m'assurer que la cuisine était aussi propre que possible. J'ai grimacé quand j'ai entendu Marcus rentrer du garage quelques heures plus tard. J'étais encore en train de déblayer la chambre et de ranger les vêtements quand il est venu se coucher. Il ne m'a rien dit, ni même regardé. Il a juste allumé la télévision de notre chambre et est resté devant jusqu'à ce qu'il ne s'endorme. Ce n'est qu'après qu'il ne se soit endormi que je me suis sentie assez en sécurité pour m'allonger à côté de lui et tenter de m'endormir. Je suis restée là, aussi calme que possible pendant qu'il ronflait à côté de moi, en attendant que le sommeil m'emporte. L'entretien du lendemain s'est incroyablement bien passé. J'avais choisi de porter un chemisier à manches longues pour couvrir mon bras meurtri. J'ai été embauchée directement, car ils avaient désespérément besoin d'une nouvelle réceptionniste, avec une expérience antérieure similaire à la mienne. De plus,
Je n'avais rien d'autre que des critiques élogieuses de mon employeur précédent. J'étais aux anges. Ce travail signifiait que j'allais profiter du temps loin de chez moi et de mon propre argent ainsi que d'autres avantages. Je suis rentrée à la maison après l'entretien en me sentant optimiste. J'aurais bien appelé et parlé à Marcus et à ma mère du nouvel emploi, mais je n'avais pas de téléphone portable. Ça allait devoir attendre que Marcus rentre du travail. Pour le dîner, j'ai fait du pain de viande et j'ai arrangé la table aussi bien que possible. J'avais encore l'estomac noué de peur alors que je disposais la nourriture pour notre dîner. Si quelque chose n'était pas au goût de Marcus, je ne voulais pas risquer d'avoir une autre ecchymose. Il est arrivé juste au moment où j'ai mis le pain de viande sur la table. J'ai levé les yeux vers lui alors qu'il rentrait et j'ai essayé de forcer un sourire. Il ne m'a pas regardé, mais s'est dirigé directement vers la cuisine pour se laver les mains de la graisse persistante qui y siégeait. Après la bénédiction, il a mangé en silence avalant sa nourriture à toute vitesse. J'en ai profité pour essayer d'entamer la conversation. Comment était le travail aujourd'hui ? J'avais essayé de garder un ton léger et agréable, mais il s'est mis à me fixer. Je n'ai pas envie de parler pendant que je mange. Tandis qu'il avalait une autre bouchée, j'ai hoché la tête et baissé les yeux. Je ne voulais rien faire pour le provoquer. Après le dîner, il est parti dans le garage et y est resté jusqu'à l'heure du coucher, ne prenant même pas la peine de me dire un mot de plus. À vrai dire, je préférais qu'il en soit ainsi. Alors que nous nous couchions, je lui ai finalement dit que j'avais obtenu le travail. Il s'est retourné et m'a lancé pour la première fois un regard de satisfaction. C'est bien que t'aies enfin trouvé un travail. T'as plutôt intérêt à tout mettre sur notre compte commun. Je ferai en sorte de te laisser assez pour l'essence. Et juste après ça, il s'est retourné et s'est endormi directement. Je n'ai rien dit, mais quelques larmes silencieuses ont coulé sur mes joues dans le noir. Toute l'autonomie que j'espérais avoir avait disparu instantanément. Dans un bref instant de rébellion, je m'étais dit que je devrais m'enfuir. J'aurais pu tout mettre dans la voiture et conduire le plus loin que possible. Mais jusqu'où j'aurais pu aller sans argent ? Ma voiture avait besoin d'essence et j'allais avoir besoin de nourriture. Il n'y avait pas d'amis vers qui je pouvais me tourner dans cette région. Et ma propre mère n'aurait pas voulu m'aider. J'étais seule. Le lendemain, c'était un samedi, et Marcus était de congé. Il m'a pincée pour me réveiller à l'aube afin que j'aille préparer le petit déjeuner. Je me suis précipitée pour le faire. J'étais prête à tout pour m'éloigner de ces pincements douloureux. Comme c'était samedi, je savais qu'il travaillerait certainement sur sa propre voiture pendant la journée, ou qu'il tondrait la pelouse. Cela allait me donner du temps pour moi et pour décorer l'intérieur de la maison. Alors que je dressais une liste pour les courses que j'allais faire un peu plus tard, j'ai vu Marcus sortir de notre chambre avec une poignée de vêtements dans les mains. « Marcus ? Mais qu'est-ce que tu fais avec mes vêtements ?» Comme à son habitude, il s'était arrêté et me fixait de ses yeux froids. Ces t-shirts sont vulgaires. Tu devrais porter des trucs plus longs. Il s'est mis à brandir le peu de t-shirts que je possédais. Certains étaient des t-shirts simples en coton, et d'autres étaient plus raffinés. Ceux-là, je les portais pour le travail. Je vais m'en servir comme torchon. J'en ai besoin pour faire la mécanique. En disant ça, il me regardait avec un air de défi. Et comme toujours, par peur, je me suis faite toute petite et j'ai baissé les yeux. Mais si tu prends ces chemises, j'aurais rien à porter pour le travail. Je ne sais même pas où aller acheter des hauts à manches longues ici. Je me détestais à ce moment-là. J'aurais dû le gifler, prendre mes affaires et m'enfuir. Au diable ce mariage, et peu importe si je n'avais pas d'argent. Dormir dans la rue ne pouvait pas être pire que ça. Mais je n'ai pas bougé. Je suis restée comme clouée à l'endroit où j'étais en regardant le sol, parce que je craignais trop d'établir un contact visuel avec l'homme que j'avais épousé. Marcus avait soupiré et jeté mes affaires au sol. Après avoir sorti son portefeuille, il m'a tendu un billet froissé de $20, que j'ai pris les mains tremblantes. Je suis sûr qu'il y a une friperie en ville. Va te trouver des vêtements et ramène-moi ce qui reste de l'argent. J'ai hoché la tête et j'ai fourré le billet dans mon sac à main pendant qu'il partait avec mes vêtements dans le garage. Je suis partie dès que la porte s'est refermée derrière lui, attrapant la liste de courses que j'avais faite. Je ne voulais pas être là pendant qu'il détruisait mes affaires. Une fois sur la route, j'ai commencé à pleurer. Je me suis essuyé le visage avec colère. Pleurer n'allait me mener nulle part. Au lieu de ça, j'ai essayé de trouver un magasin de seconde main. Malheureusement, ma nouvelle ville n'avait rien de tout ça. Et je commençais à perdre espoir de trouver des vêtements bon marché. J'allais devoir aller dans un magasin normal et espérer qu'il y ait des réductions ou des soldes. Alors que je continuais à chercher, j'ai vu sur le bord de la route un petit panneau jaune qui disait en gros « Vide-grenier, au 505 Turner Street ». Un ballon rose y était même attaché pour attirer l'attention. J'ai souri. J'avais oublié les vides-greniers. C'était un samedi très chaud et il y en avait probablement une tonne. Avec un peu de chance, j'allais trouver des vêtements là-bas. J'ai tourné à la prochaine rue et il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver le vide-grenier. Il avait l'air vraiment grand
Il y avait 8 voitures alignées sur le côté de la route et au moins une vingtaine de personnes examinaient des tables remplies de biens d'occasion. Cela devait être l'une des plus grandes ventes de garage que j'avais jamais vues. On aurait dit qu'ils vidaient toute la maison. J'ai directement repéré ce que j'espérais trouver. Les vêtements étaient soigneusement disposés sur une ligne suspendue entre 2 arbres. J'ai garé ma voiture et je me suis approchée, heureuse de voir que les vêtements étaient des vêtements de femmes. J'ai parcouru les chemisiers et les pantalons. Je voyais bien qu'ils avaient appartenu à une femme plus âgée, mais ils étaient comme neufs et certains vêtements avaient encore leurs étiquettes. J'ai décidé de prendre 5 nouveaux hauts. Ils étaient tous à manches longues et avaient l'air assez conservateurs pour le travail et les goûts de mon mari. J'ai rangé mes trouvailles sous mon bras et j'ai attrapé les 20 $ que Marcus m'avait donnés. Du coin de l'œil, j'ai remarqué une boîte qui avait été placée sous les vêtements. Dessus, il y avait écrit le mot d'hiver. Et il y avait une petite poupée qui en dépassait. La poupée était quelconque, sans réel trait du visage, un peu comme une poupée de chiffon. Il y avait de petits boutons rouges pour représenter les yeux et la bouche. Le tissu ressemblait à une sorte de lin délavé. J'ai appuyé sur son ventre dans l'espoir de découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur, et peu importe ce que c'était, ça avait l'air tout compacté et enroulé. Peut-être qu'elle était remplie de haricots rouges ou de paille. La petite poupée m'a regardé avec un air curieux, ce qui bien sûr n'était pas possible, car elle n'avait vraiment pas de traits. Je me suis directement attachée à la poupée, et j'ai voulu savoir combien elle coûtait. La femme qui dirigeait le vide-grenier était assise à une table, à l'ombre d'un grand arbre. Elle était vêtue d'un haut rose vif qui complimentait sa jolie peau foncée. Au moment où elle m'a vue, elle s'est mise à sourire chaleureusement, et elle m'a fait signe de lui donner ce que j'avais dans la main. Ça sera tout pour toi, ma chérie? Le ton de sa voix était doux et agréable. J'ai hoché la tête, et j'ai posé les chemisiers sur la table afin qu'elle puisse les compter. Ça sera tout pour toi, ma chérie? Ça te fera 10 $ pour tous les t-shirts. Tu as besoin d'un sac? Oui, merci. J'ai brandi la petite poupée pour qu'elle la voie. Combien aimeriez-vous pour cette petite poupée? Elle l'a attrapée et l'a serrée un peu avant de laisser échapper un petit rire. Oh, je me souviens de ça. Ma mère l'a acheté lors d'un voyage en Afrique, il y a 20 ans de ça. Elle n'arrêtait pas de dire que c'était une véritable poupée vaudou. J'ai regardé la poupée avec surprise. Alors cette poupée est vraiment une poupée vaudou? Je n'en avais jamais vu une dans la vraie vie. Si Marcus était au courant du fait que j'en avais touché une, il serait sûrement hors de lui. Elle l'a posée au-dessus des vêtements et a réfléchi en la regardant. Elle a soupiré et elle a commencé à mettre les vêtements dans un sac. Cette brocante, je la fais car ma mère est morte le mois dernier. Et vu que je suis fille unique, je dois m'occuper de tout. Toutes mes condoléances. Je suis vraiment désolée. C'est rien, ne t'en fais pas. C'est le cours normal de la vie. Je me suis soudainement arrêtée. Je ne savais pas quoi lui dire d'autre. Toutes les banalités qu'on pouvait dire à propos de la mort d'un être cher étaient superficielles. Elle a serré la poupée une dernière fois, puis elle m'a dit en souriant. Je te la fais à 1 $. Ça te va? J'ai réfléchi pendant un instant. Si mon mari trouvait ma poupée, j'allais avoir de sérieux problèmes. Bien sûr, je n'étais pas sûre qu'il sache ce que c'était même s'il la trouvait. La prendre était un risque, mais aussi un véritable acte de défiance. C'est parfait pour moi. J'ai quitté le vide-grenier avec un sentiment d'accomplissement. J'avais fait une bonne affaire. C'était encore mieux que d'acheter des vêtements à la friperie. J'aurais bien traîné un petit peu plus longtemps au vide-grenier, mais il fallait que je rentre à l'heure pour faire le déjeuner. Sur la route, j'ai fouillé dans le sac et j'en ai sorti la petite poupée. Je l'ai posée sur le tableau de bord. C'était comme si j'avais un ami pour me tenir compagnie pendant le voyage. Avant d'arriver à la maison, j'ai recaché la poupée dans mon sac. Il ne fallait surtout pas que Marcus sache que j'avais dépensé de l'argent sur quelque chose de si trivial. Alors que je rangeais les courses, Marcus est sorti du garage. J'ai remarqué avec colère qu'il essuyait ses mains graisseuses sur un de mes anciens t-shirts. Rends-moi ce qu'il reste et montre-moi ce que t'as acheté. Si c'est encore indécent, je vais les transformer en torchons comme les autres. Je lui ai tendu ce qu'il restait de l'argent qu'il m'avait donné, et il l'a rangé dans son portefeuille pendant que je sortais les vêtements que j'avais achetés. J'ai étalé chaque t-shirt un par un sur la table pour qu'il puisse les inspecter. J'étais certaine que ça allait aller, mais j'étais quand même nerveuse. Ça passe. Tu les as achetés où? Un vide-grenier. Je me suis dit que ça allait être moins cher comme ça. Je lui ai répondu sans oser lever les yeux. C'est bien, ça devrait aller pour le moment. J'ai pas besoin de ce qui me sert de femme dépense de l'argent pour des choses inutiles. Allez, dépêche-toi de me faire à manger, j'ai faim. Sans dire un mot de plus, il est retourné dans le garage. J'ai attrapé tous les t-shirts, puis je les ai rangés proprement dans mon armoire. Elle avait l'air vraiment vide. En ce qui concerne la poupée, je l'ai cachée sous mon oreiller. Je savais que c'était risqué et qu'il y avait des chances que Marcus ne la trouve. Mais pour une raison qui m'échappait,
Elle me réconfortait et je la voulais le plus près possible de moi. Les semaines suivantes sont passées rapidement et la seule chose de bien était mon nouveau travail. Je l'aimais vraiment et je m'entendais à merveille avec mes nouveaux collègues. À la maison, par contre, les choses devenaient de pire en pire. Ce qui avait commencé en étant des pincements et des poussades s'est rapidement transformé en coups de poing. La première fois qu'il m'a frappé au visage, c'est quand je lui ai demandé si je pouvais avoir un téléphone portable. La force avec laquelle son poing a touché l'arrière de ma tête m'a fait me cogner contre le mur et j'ai commencé à pleurer. Alors que j'étais recroquevillée contre le mur, il m'a donné des coups de poing dans le dos me faisant perdre le souffle. Je suis tombée au sol et je suis restée comme ça jusqu'à ce que Marcus retourne dans le garage. Heureusement pour moi, même si mon visage avait gonflé, je n'allais pas devoir trouver une excuse à raconter à mes collègues. L'argent que Marcus m'avait promis pour payer l'essence ne représentait que 10 $ par semaine. Je ne pouvais pas économiser d'argent, ce qui rendait l'idée de s'enfuir encore plus ridicule. Je n'avais même pas le droit d'acheter mon propre déjeuner ou d'aller où que ce soit après le travail, même si plusieurs de mes collègues m'avaient déjà invité. La seule chose qui me donnait du réconfort, c'était ma petite poupée. Une fois que Marcus avait fini de me frapper, je la serrais contre ma poitrine et je pleurais. C'était la seule chose dans la maison qui m'appartenait vraiment. Quand je l'avais dans les bras, je repensais à mon père et à combien il me manquait. Et je me disais que j'aurais aimé que ce soit lui qui survive et que ma mère meure. Il ne m'aurait jamais forcé à épouser Marcus. Et il n'aurait jamais laissé une personne telle que Jedediah rentrer dans nos vies. Tandis que les mois filaient, j'avais l'impression de devenir folle. L'isolation et les abus dont j'étais victime me détraquaient le cerveau. Mais à chaque fois que je regardais la poupée, je trouvais qu'elle ressemblait de plus en plus à Marcus. Les points de couture qui représentaient ses yeux et sa bouche et qui étaient dépourvus d'émotion semblaient maintenant me rappeler le regard mesquin et glacial de mon mari. C'était un samedi de septembre, le jour où Marcus m'a frappé encore plus fort que d'habitude. J'étais fatiguée ce matin-là. Et alors que Marcus était sorti pour aller voir quelques-uns de ses amis, je me suis allongée pour faire la sieste. J'étais endormie paisiblement sur le lit quand il m'a lancée au sol. J'ai poussé un cri en voyant Marcus penché au-dessus de moi. Pourquoi est-ce que tu dors un samedi, alors que la maison est en bordel? Quel genre de femme ne peut même pas ranger correctement? Il a levé son pied et a posé sa grosse botte sur mon ventre. Une fois de plus, j'ai perdu le souffle. Je n'ai même pas eu le temps de m'en remettre qu'il a pris de l'élan et m'a shooté dans les côtes encore plusieurs fois. J'ai crié en le suppliant d'arrêter. Et tout ce que ça m'a valu, c'est une claque au visage. Si quand je reviens à la maison de Bripa, je te ferai pire, compris? Il s'est agenouillé à côté de moi et m'a attrapé les cheveux pour me forcer à le regarder dans les yeux. Oui, je comprends Marcus. Ma voix tremblait et j'ai continué de le regarder jusqu'à ce qu'il me lâche les cheveux. Ma tête est tombée lourdement sur le tapis. Je suis restée au sol jusqu'à ce que j'entende la porte d'entrée se fermer derrière lui. J'ai senti la douleur dans mon ventre et mes côtes. Je ne savais pas si j'avais quelque chose de cassé, mais ça me faisait tellement mal que je ne pouvais même pas m'asseoir. J'ai tout de même réussi à ramper jusqu'à la salle de bain. Quand j'ai enfin pu me lever, j'ai avalé quelques Doliprane et je me suis regardée dans le miroir. Mon œil droit ainsi que mes joues commençaient à gonfler et des bleus étaient en train d'apparaître. Je savais que ce serait impossible de cacher ça à mes collègues à la fin du week-end. Je suis sortie de la salle de bain et j'ai attrapé ma poupée. Plus que jamais, elle me rappelait Marcus. Ses yeux démoniaques et sa bouche déformée par la colère avaient l'air imprimés sur le visage de l'effigie. J'ai ressenti un élan de colère et de haine contre lui. Auparavant, je n'avais jamais voulu que quelqu'un meure, mais à ce moment-là, tout ce à quoi je pensais, c'était la mort de Marcus. J'ai attrapé la boîte de couture qui se trouvait sous mon lit et j'en ai sorti la plus grosse aiguille. J'ai regardé la poupée une dernière fois et j'ai enfoncé l'aiguille à l'intérieur de toutes mes forces. Elle est tombée sur le sol et je l'ai laissée là. Je n'avais pas l'énergie de la ramasser. C'était décidé. J'allais appeler mon ancien travail et voir si un de mes anciens collègues accepterait de me laisser rester chez eux pendant quelques temps. Ils avaient toujours été gentils avec moi et j'avais l'espoir que l'un d'entre eux décide de m'aider. À ce moment-là, je m'en voulais de ne pas avoir pensé à ça plus tôt. Au lieu de ranger comme Marcus me l'avait demandé, j'ai commencé à préparer ma valise. J'ai fouillé dans le tiroir de la table de chevet du côté de Marcus et j'y ai trouvé des billets froissés et quelques pièces. Je me suis dit que ça devait être assez pour me permettre de m'enfuir. J'ai laissé une place au-dessus de mes vêtements pour ma petite poupée et j'ai retiré l'aiguille me sentant coupable de l'avoir poignardée ainsi. Bizarrement, elle n'avait pas l'air abîmée et elle ne ressemblait plus du tout à Marcus. J'ai entendu frapper à la porte et j'ai sursauté. Je savais que c'était Marcus et qu'il revenait pour mettre ses promesses à exécution. Et puis je me suis rappelé que si c'était Marcus, il n'aurait pas frappé et serait directement rentré. Par sécurité, j'ai caché ma valise dans l'armoire et j'ai couru jusqu'à la porte. J'avais raison. Ce n'était pas lui.
mes 2 officiers de police. Mon cœur battait à toute vitesse. Je craignais qu'un voisin ait entendu mes cris et les ait appelés. Alors je me suis forcée à sourire en ouvrant la porte. « Comment puis-je vous aider ?» Le premier officier a retiré son chapeau et m'a regardé avec empathie. Sa partenaire, une femme, a regardé mes bleus et mon visage gonflé, puis m'a lancé un regard de compassion. Les jours qui ont suivi sont passés à une vitesse éclair. J'ai dû planifier l'enterrement de Marcus. Il était mort alors qu'il conduisait. Le docteur a dit qu'il avait souffert d'une foudroyante rupture d'anévrisme qui l'avait tué sur le coup. Sa voiture avait alors fait plusieurs tonneaux et était tombée en bas d'une falaise. Et la force de l'impact avait fait passer son corps à travers le pare-brise. L'ambulance était arrivée rapidement, mais elle n'avait rien pu faire. Ses parents et ses frères et sœurs étaient inconsolables, et j'étais triste pour eux. Marcus était peut-être de leur famille, mais aucun d'eux ne partageait son caractère. Ils avaient toujours été gentils avec moi, et je me sentais coupable de leur avoir causé de la peine. À l'enterrement, j'ai porté une petite robe noire avec des manches courtes. Je n'en avais rien à faire que les gens voient les bleus que Marcus m'avait laissés comme cadeau de départ. Jedidia, lui, n'était pas content. Il a regardé mes bleus et m'a dit que je devrais avoir honte. Une fois l'enterrement fini, je me suis sentie libre pour la première fois de ma vie. J'étais heureuse d'avoir ma propre maison et mon propre argent avec lequel je pouvais faire ce que bon me semblait. J'ai pris un grand plaisir à donner toutes les affaires de Marcus. Et j'étais encore plus soulagée quand tout ce qui me le rappelait a quitté la maison. Le seul problème qui me restait était ma mère et Jedidia. Ils essayaient de me forcer à revenir vivre avec eux, malgré le fait que je leur assurais que tout allait bien pour moi. Mon beau-père n'arrêtait pas de m'appeler. Il me faisait la morale sur le fait qu'une femme non mariée devait retourner auprès de ses parents. Il n'arrêtait pas de me dire à quel point ma mère disait que je lui manquais. Sa voix était condescendante. Il me parlait comme à une enfant. Je l'ai écouté poliment alors qu'il crachait son venin, et pendant ce temps-là, je tenais ma petite poupée contre ma poitrine. Et vous savez quoi ? Elle commençait sérieusement à ressembler à Jedidia. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rentrer dans une pièce et de remarquer que la porte de votre armoire ou de votre placard est légèrement ouverte ? Pourtant, à ce moment-là, vous êtes persuadé que vous l'aviez fait. Et si vous ne vivez pas seul, vous vous dites même que c'est sûrement quelqu'un d'autre qui est venu fouiller dans vos affaires. Dans tous les cas, vous décidez de vérifier à l'intérieur. Sans résultat. Mais c'est normal, car vous n'y trouverez jamais rien si le soleil ne s'est pas encore couché. C'est la nuit que ce genre de choses apparaissent. Cette chose attendra que vous soyez endormi, et tout doucement, elle poussera la porte pour sortir de sa cachette. Après avoir rampé à 4 pattes, elle viendra s'asseoir juste à côté de vous sur votre lit. Puis, elle approchera sa tête tout près de la vôtre pour vous observer. D'ailleurs, même endormi, il se pourra même que son regard perturbe votre sommeil, et que cela vous fasse changer de position et remonter encore plus votre couverture vers vous. Vous voyez, si vous avez de la chance, vous ne vous réveillerez pas avant le lever du soleil. Mais si au contraire son regard et sa présence vous font ouvrir les yeux, alors vous trouverez cette chose juste au-dessus de vous. Son ignoble corps osseux et massif prêt à vous empêcher de fuir, et sa bouche pleine de dents acérées prête à vous déchiqueter. Vous devez savoir que cette chose adore la chair fraîche. Mais ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est jouer avec sa nourriture. Alors je n'ai qu'un conseil à vous donner. Si la nuit l'envie vous prend d'aller boire de l'eau ou d'aller aux toilettes, quoi que vous fassiez, n'ouvrez surtout pas les yeux. Car même si cette chose adore regarder les autres, elle déteste être vue. Il était très tard ce soir-là quand les bruits ont commencé. Sophie faisait partie des gens qui ont le sommeil très léger. Elle s'est donc réveillée instantanément en se demandant ce qui avait bien pu la sortir des bras de Morphée. Les bruits ont repris. On aurait dit des grattements qui provenaient de sa gauche. Elle s'est dit que c'était probablement juste une branche qui frappait contre les murs de la maison. Du moins, c'est ce qu'elle préférait penser. Elle essayait de s'en convaincre par tous les moyens, mais ça ne fonctionnait pas. Sophie s'est mise à tirer la couette vers elle, les mains moites. Un nouveau grattement s'est fait entendre, mais cette fois-ci, le son ne provenait plus de sa gauche, mais il était plus vers le niveau de sa tête. C'était impossible. Les branches ne pouvaient pas se déplacer. Son cœur s'est alors mis à battre à toute vitesse, tandis que ses mains tremblaient. Le bruit a alors repris de plus belle, plus fort et plus proche. Elle ne savait pas si elle devait se lever pour aller allumer la lumière de la chambre ou alors courir vers celle de ses parents. Alors qu'elle réfléchissait encore, elle entendit une voix grave résonner dans sa tête. « Non, je ne dois pas bouger. » Sophie fit un bond en arrière. Elle ne comprenait pas du tout ce qui était en train de se passer.
Elle était terrorisée. Elle avait déjà entendu sur internet que certaines personnes entendaient une autre voix que la leur lorsqu'ils pensaient. Ou pire, qu'ils n'entendaient pas de voix du tout. Mais ça n'avait jamais été son cas avant. Essayant de rassembler un peu de courage, Sophie a arraché la couverture de sur son corps et s'est mise à courir vers la porte de la chambre. Une fois sortie, elle a claqué la porte. Les grattements, eux, se sont immédiatement interrompus. Après avoir attrapé une couverture dans l'armoire de la chambre d'amis, elle s'est allongée sur le canapé sans faire le moindre geste. Bien sûr, ses parents allaient se demander ce qu'elle faisait là le lendemain matin. Mais elle s'en moquait. Quelques minutes plus tard, Sophie a fini par s'endormir. Elle s'inquiéta de la voix bizarre pendant toute la journée suivante. C'était extrêmement bizarre. Elle avait bien pensé à en parler à quelqu'un d'autre, mais elle avait trop peur qu'on pense qu'elle était folle. Peut-être qu'elle avait juste rêvé de tout ça, qu'elle entendait des voix ou qu'elle avait encore fait une paralysie du sommeil. Tandis que la journée touchait à sa fin, elle devenait de plus en plus stressée. Cette nuit-là, malgré le mauvais pressentiment qu'elle avait, elle a décidé de tout de même retourner dormir dans sa chambre. Elle se disait que tout allait bien se passer et que ce n'était qu'une coïncidence. Alors, elle avait allumé la lumière, puis elle était restée un bon moment à lire. Je devrais éteindre la lumière. La voix grave était de nouveau sortie de nulle part. Sophie se posait des dizaines de questions. Si ce n'était pas réellement la sienne, pourquoi est-ce qu'elle l'entendait? Et pourquoi est-ce que la voix avait dit « je » à la place de « tu ». Voulant se sortir ça de la tête, elle s'est dit que ce n'était pas important et qu'il se faisait tard. Oui, il est tard. Je devrais éteindre la lumière. Sophie savait qu'entendre des voix n'était pas bon signe. Elle avait regardé assez de films d'horreur pour le savoir. Mais c'est différent. Je ne devrais pas m'inquiéter. Après tout, peu importe de qui venaient réellement ses pensées. Dans tous les cas, ce que la voix disait avait du sens. Il est tard. Et je devrais vraiment éteindre la lumière, maintenant. C'est ça. Sophie s'était levée pour aller éteindre la lumière. Elle était hésitante, comme si elle attendait que quelque chose se passe. Elle se répéta encore et encore que rien n'allait lui arriver et qu'elle était juste effrayée à cause des bruits bizarres du soir précédent. J'ai peur pour rien. Je devrais aller me coucher maintenant. C'était juste une branche. Sophie n'arrêtait pas de bouger dans son lit en essayant de trouver une position confortable. Il faisait très chaud dans sa chambre, mais par chance, elle avait réussi à s'endormir. Cependant, un peu après minuit, les bruits avaient recommencé. C'était juste une branche. Non, c'était pas une branche. C'était une branche qui frottait contre les murs de la maison. Quoi? Mais non, c'est pas du tout ça. C'est moi qui raconte l'histoire. Non, ce n'est pas toi. Mais arrêtez ça! Non, jamais. Je vais faire comme si vous existiez pas. Donc, le bruit De la branche. continue à se faire entendre. Sophie s'est réveillée, mais elle est restée immobile. Ce n'était qu'une branche. Je n'ai pas à m'inquiéter. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui. Mais malgré ça, elle n'arrivait pas à sortir de la tête. Qu'elle mourrait de chaud dans cette pièce. Non, c'est pas ça. Elle n'arrivait pas à... À dormir confortablement avec cette chaleur. Ok, vous savez quoi, stop. Je sais pas qui vous êtes, mais vous allez sortir de ma tête. Vous allez me laisser raconter ma fichue histoire, ok? Ok, Plus d'interruptions? promis. D'accord, j'en étais où? Ah oui, c'est vrai. Sophie n'arrivait pas à se sortir de la tête que c'était sûrement quelque chose de bien pire qu'une simple branche. Qu'il s'agissait peut-être d'une horrible créature dont les griffes frottaient contre les murs de la maison, tandis qu'elle se baladait dessus. Mais Il faisait trop chaud. Il faut que j'ouvre la fenêtre. Oui, bon, c'est vrai qu'elle avait un peu chaud. Mais Il faisait chaud. Il fallait vraiment ouvrir la fenêtre. elle se leva pour aller ouvrir la fenêtre. Elle regarda prudemment à l'extérieur, s'attendant à ce qu'il se passe quelque chose. Après quelques secondes, elle soupira soulagée. Mais tout à coup, une main osseuse et granuleuse est apparue et lui a saisi le poignet, ses grandes griffes s'enfonçant dans sa peau. Avant d'être tirée hors de sa fenêtre, Sophie cria. À l'étage du dessous, ses parents l'entendirent brièvement et coururent dans sa direction. Un second cri résonna alors dans toute la maison. Mais c'était trop tard. En rentrant dans sa chambre, les parents de Sophie ne trouvèrent pas la moindre trace d'elle. Et malgré de longues recherches, elle ne fut jamais retrouvée. Et c'est ce qui va t'arriver. Attendez, quoi? Vous aviez dit que vous me laisseriez tranquille? Tu as dit que tu voulais finir de raconter ton histoire. Et si je ne me trompe pas, c'est la fin, n'est-ce pas? Quoi? Non, non, je vous en supplie. Je ferai tout ce que vous voulez. Je vous en supplie, j'ai une famille. Tu aurais dû penser à ça avant de parler de moi dans ton histoire. Non, non, attendez, c'est pas la fin. Je peux... Oh, pas si vite mes chers auditeurs. Je vois que vous aimez entendre parler de moi. Et moi, j'adore rendre visite aux gens qui m'aiment bien.
Je ne savais pas que c'était si facile de s'habituer à se voir à la télévision. Je n'avais que 6 ans quand j'ai vu ou plutôt remarqué mon double pour la première fois. Je regardais la couverture en direct d'un événement local dont maintenant je me souviens à peine. Mais ce que je n'oublierai pas, c'est quand j'ai vu cette fille qui me ressemblait. Je l'ai immédiatement dit à ma mère. Et elle a doucement rigolé en disant que cela arrive à tout le monde de voir ou croiser quelqu'un ayant le même physique. Dès ce moment-là, j'ai commencé à la voir plus souvent. En tant que figurante dans des émissions pour enfants, dans la foule lors de matchs de baseball, et même dans un de ces petits reportages où les chaînes de télévision locales se déplacent dans des écoles pour les féliciter d'avoir fait telle ou telle chose dans leur établissement. Je voyais mon double seulement quand j'étais seule, et que ce qui passait à la télé était en direct, jamais sur des photos ou des émissions déjà enregistrées. Bien que je l'ai vue une fois dans des vidéos d'un concert de rock dans les années 1980 qui était rediffusé sur MTV. Elle vieillissait de la même façon que moi. Et ce qui était le plus intriguant, c'est qu'elle portait souvent des vêtements que j'avais dans ma garde-robe. J'ai fini par m'habituer avec le temps. Et au moment où je suis rentrée en 4e, j'ai remarqué que je commençais à la voir de moins en moins fréquemment. Jusqu'à mes 20 ans, je l'ai vue juste assez pour me mettre un peu sur les nerfs, mais pas assez souvent pour que je ne puisse pas vivre tranquillement sans penser à elle durant de longues périodes. Maintenant que je suis une célébrité, je me suis habituée à me voir moi à la télévision. Mais je commence à stresser. Parce que ces derniers temps, les paparazzis ont rapporté de plus en plus de mes apparitions dans des endroits où je ne suis jamais allée. Et beaucoup de gens prétendent sur internet m'avoir rencontrée dans des circonstances que je n'ai jamais vécues. Je sais bien que les tabloïds inventent constamment des choses sur les célébrités. Et je sais que les gens mentent parfois et prétendent avoir côtoyé leurs idoles. Mais là, c'est différent. Plus le temps passe, et plus les endroits où mon double a été aperçu se rapprochent de chez moi. Mon manager et mes publicitaires n'arrêtent pas de me répéter que c'est super bon pour ma popularité de faire le buzz. Mais ça, c'est parce qu'ils ne savent pas tout ce que je sais.